Aujourd'hui, nous allons parler de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, c'est quoi? Ce site mégalithique incroyable qui se situe en Turquie. Bon, je commence mon introduction. C'est le site mégalithique le plus ancien au monde à ce jour. Avant qu'on le découvre, dans les années 65, parce que c'est un site enterré, recouvert, un peu comme les pyramides inversées chinoises. Donc il a été découvert assez tardivement dans les années 65-70 et c'est dans les années, on va dire, 80-90 qu'il a été étudié. Ce site est plus ancien de 5000 ans du site mégalithique le plus connu datant d'avant. C'est-à-dire que cet ensemble architectural, parce qu'en réalité il y a plusieurs sites, on en parlera après, date de 10 000 à 11 000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même très ancien. C'est un site incroyable, je vais vous mettre beaucoup de photos, donc regardez-les. Alors, par avance, et d'ailleurs maintenant je vais le faire systématiquement, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas un chercheur, enfin si je suis un chercheur mais amateur, donc il y aura forcément des erreurs, des approximations, le but n'étant pas ici de vous faire un cours magistral, mais de vous donner envie d'aiguiser votre curiosité sur différents sujets et thèmes dont je traite dans ma chaîne. Également, je suis français de cœur et par ma naissance et ma volonté, mais je n'ai aucune goutte de sang français et je n'ai peut-être pas la maîtrise de la langue de Molière à laquelle vous pourriez attendre. Je fais des fautes de liaison, je suis un petit peu dyslexique aussi sur les bords, même plutôt beaucoup. Donc voilà, pardonnez mes erreurs de français et mes approximations. Le but étant d'aiguiser votre curiosité, d'éveiller en vous l'envie d'en savoir plus sur ce site incroyable, toujours avec donc une introduction, une partie historique. Oh! Oh! Mes chiens, une fois de plus, qui quand je vais dehors, ils sont un petit peu énervés avec le vent. Voilà, donc, alors, j'ai envie de vous partager avec vous ma sidération face à ce site incroyable, qui est tout à fait remarquable. Alors, j'ai dit découvert dans les années 60-70, et ensuite c'est dans les années dans les années 80-90, que l'archéologue Klaus Schmidt, et non pas Carl Schmitt, Klaus Schmitt donc fait un mémoire et découvre ce site incroyable. Et depuis, on a découvert d'autres sites aux alentours, mais c'est tout à fait remarquable. Alors, la particularité, je vous mettrai des photos, donc il faudra regarder un petit peu la vidéo. La particularité de ce site, c'est qu'il y a des colonnes en forme de T, qui représentent des animaux, des humains sculptés en relief, c'est-à-dire en fait un peu comme sur les bas-reliefs d'Angkor, mais qui lui date du XIVe siècle, des dessins un peu naïfs, mais tout de même d'une grande beauté. Et donc jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était un site quand même assez atypique puisqu'il était isolé en Turquie, donc, mais proche de la frontière avec la Syrie, donc c'est plutôt le Kurdistan d'ailleurs. Il me semble. Et ce site était totalement isolé parce qu'il n'y avait rien autour, on n'a pas trouvé d'habitation, c'était quelque chose de très particulier, vraiment au début du néolithique, alors que normalement, d'après le consensus archéologique, les mégalithes n'ont démarré que bien après. Donc on ne comprenait pas parce que l'agriculture n'était pas encore réellement inventée à cette époque-là. Et pour construire un site comme celui-là, un peu aussi comme d'ailleurs tous les sites mégalithiques d'Europe, en France notamment, mais qui sont plus tardifs. Mais il faut quand même une société structurée, ordonnée, hiérarchisée, il me semble, avec de la main-d'œuvre et surtout du temps libre. Alors les cueilleurs-chasseurs avaient du temps libre, ça faut pas croire que c'est l'inverse. Mais bon, voilà, il fallait une volonté religieuse, une volonté pour édifier ce site incroyable.
Donc si vous voulez, c'est un site qui est sans doute un site religieux et qui a sans doute une liaison entre le passage des chasseurs-cueilleurs à l'urbanisation. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc une sorte de sanctuaire, hein, on va dire. Mais jusqu'à pas encore très longtemps, on pensait que c'était quelque chose, c'était comme un ovni, un truc apparu comme ça, on comprenait pas pourquoi. Voilà, donc ça c'est, gardez ça en tête puisque là maintenant ça a un peu changé. Donc j'entre dans la partie historique. Hein. Donc c'est un site préhistorique occupé entre le 10e et 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est le début du néolithique en Turquie. Et donc c'est monsieur l'archéologue, professeur docteur Klaus Schmidt qui a fait un doctorat dessus et qui a commencé à révéler ce site. Puisque c'était enterré, donc on a commencé à faire des excavations et à découvrir ce site incroyable. Alors on ne sait pas s'il a été enterré volontairement, mais on suppose que oui. Par qui, on ne sait pas. Voilà. Alors, à partir de 95 jusqu'à sa mort, donc ça a été le chef archéologue du site. Et maintenant, c'est repris par les Turcs. Le site est proposé pour une inscription à l'UNESCO, ce qui devrait être le cas d'ailleurs. Et donc, comme je disais tout à l'heure, pendant très longtemps, ce site était comme un ovni. Incompréhensible, ça concordait pas avec les autres dates même du croissant fertile. D'ailleurs, je vous mettrai ici une carte du croissant fertile pour que vous compreniez l'ensemble et pour vous situer dans l'espace. Et donc, ça a donné lieu à beaucoup de spéculations et notamment celle de Monsieur Graham, alors je vais pas écorcher son nom, de Monsieur Graham Hancock. Vous savez, cet écrivain qui traite beaucoup de la théorie de l'ancienne civilisation. Alors la théorie de l'ancienne civilisation, c'est quelque chose qui est très connu dans les milieux un petit peu conspirationnistes. C'est la théorie suivante. Il y aurait eu une civilisation avancée sur Terre datant de, allez, je sais pas moi, 100 000 ans, jusqu'à des millions d'années hein, d'ailleurs, hein, ça peut remonter loin. C'est cette civilisation entre guillemets avancée techniquement qui aurait, selon l'auteur, transmis une connaissance à ces cueilleurs-chasseurs pour qu'ils puissent bâtir Göbekli Tepe. Alors excusez-moi parce que j'arrive jamais à prononcer ce nom imprononçable. Voilà. Alors Göbekli Tepe semblait, comme je vous le disais, sortir de nulle part. Donc sa théorie tenait un peu la route. Et d'ailleurs, donc il y a une vidéo que je vous mettrai en descriptif, une vidéo en anglais. Donc là, il y aura beaucoup de vidéos en anglais parce que les chaînes anglaises, enfin américaines souvent et anglophones en général, sont dans le domaine scientifique et de la recherche un peu plus moins politique entre guillemets que nos chaînes françaises où il y a trop de clivage entre la gauche, la droite, entre les zététiciens, les conspirationnistes, etc. Et donc dans cette vidéo du très célèbre, comment il s'appelle lui, Joey Gordon, ouais. Bon, je vous la mettrai en descriptif. Vous savez, c'est ce comment dire, youtubeur ou ouais, youtubeur, enfin plus que youtubeur, mais qui a des millions de vues et d'inscrits. Hein, cette vidéo-là traite donc d'un débat. Joey Rogan, voilà, pardon, Joey Rogan traite d'un débat donc entre un sceptique, donc un zététicien, mais américain, et c'est assez différent tout de même quand même dans le niveau intellectuel en général est plus haut, et surtout ils s'écoutent, ils savent communiquer. Et face à lui, donc vous avez le monsieur Graham Hancock et sa théorie de la transmission de la connaissance par une civilisation plus avancée aux cueilleurs-chasseurs du néolithique et qui aurait construit ce site tout à fait remarquable. Alors, je vous invite à regarder la vidéo si vous comprenez l'anglais. Elle date d'il y a quelques années en arrière, donc il n'y avait pas encore cette information dont je vais vous parler après. Et là, même tout le monde disait oui, on comprend pas, ça concorde pas avec les dates. Il y a quelque chose d'assez incroyable. Ce site est tout simplement hors norme. Hein.
Voilà pour ça. Alors, maintenant, on a découvert, on a fait d'autres fouilles archéologiques, toujours dans la même région, avec un autre site qui s'appelle, alors pardonnez-moi pour la prononciation, hein, Chakman Tepe, qui date de... Max, arrête de boire là-dedans. Oh là là, mes chiens, ils sont idiots. Alors, qui date de 400 à 500 ans avant Göbekli Tepe, et qui serait le lien manquant de la discussion justement dans la vidéo dont j'ai parlé précédemment sur la chaîne de Joey Rogan. C'est qu'en fait, ça serait le lien, si vous voulez, entre les chasseurs-cueilleurs et le début de l'urbanisation, tout du moins du néolithique, et de la maîtrise de l'élevage et de l'agriculture et de l'urbanisation par la suite. Alors, ça concorde maintenant archéologiquement. Je vous mettrai aussi, ici, hop là, ici ou sur l'ensemble de l'écran, beaucoup d'images inspirées de ça d'une chaîne YouTube anglaise. Je crois que c'est un anglais, hein, qui s'appelle Ancient Architect, les anciens architectes, qui n'est pas du tout une chaîne conspirationniste folle. C'est très sérieux, c'est documenté. Et lui-même s'est inspiré d'une vidéo en turc qu'il a traduit d'une archéologue qui s'appelle le docteur Fatma Şahin. Et elle, c'est donc une archéologue qui a révélé le lien manquant, on va dire, par le site de Chakman Tepe avec Göbekli Tepe. Alors, c'est très intéressant, puisque là, maintenant, comme ce que disait dans le débat entre Graham et Michael Shermer, c'est qu'ils ne comprenaient pas. Donc, l'explication de Graham était donc la transmission d'un savoir, d'une culture, mais là, non. Maintenant, on a les traces d'une évolution, et notamment de l'habitat. Là, c'est pareil, je vous remettrai une image sur l'ensemble où on voit les tipis des chasseurs-cueilleurs qui vont évoluer jusqu'au site incroyable de Göbekli Tepe. Donc, il y a une explication, une évolution. Si vous voulez, au fur et à mesure, là, je lis un peu sa vidéo, enfin, une partie de son texte. Au fur et à mesure des nouvelles découvertes, des preuves apparaissent du lien manquant, on va dire, hein. Donc, si vous voulez, il existe des dizaines de sites d'intérêt datant de cette période, lointaine dispersés dans tout le croissant fertile. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le croissant fertile est plus grand que ce qu'on pensait, et il a surtout commencé avant, avec ces sites en Turquie qui sont incroyables, qui est le début de la maîtrise de l'agriculture et de l'élevage. Et ça, on le voit. Alors, il y a un peu de vent. Je vais peut-être me rapprocher à un moment donné de la caméra, si j'estime qu'elle bouge. Bon, ça va pour l'instant. Voilà. On voit sur les dessins d'animaux sauvages, etc., sur les colonnes du site, on voit que les humains, nos ancêtres, commencent à maîtriser l'élevage dans le sens où ils ont moins peur des animaux sauvages et qui commencent à les contrôler, à les maîtriser, et ainsi que l'agriculture. Donc c'est vraiment le début du néolithique. Et c'est un site religieux qui explique un peu tout ça. On suppose que les gens y venaient pour des réunions religieuses, etc. Bon, en réalité, on ne sait pas du tout ce qu'ils faisaient, hein. C'est des suppositions, bien évidemment. Voilà, donc Chakman Tepe contient là du coup des traces de silex, etc., de vie, ce qu'on n'avait pas à Göbekli Tepe, et c'est ce qui nous dérangeait, c'est ce qui dérangeait les archéologues. Mais là maintenant, on a le lien manquant. Donc voilà, très intéressant. Donc du coup, je passe à la philosophie, et là, je vais parler un peu de ma théorie, donc ça n'engage que moi, bien évidemment. Donc là, on est sur le passage des chasseurs-cueilleurs à la civilisation et au début de l'urbanisation. Et vous noterez que les dates concordent avec les dates de la Bible. Alors ça, c'est très intéressant. J'en parle dans Espace épais d'ailleurs, notamment dans les annexes. J'en parlerai après. Le début, si vous voulez, la Genèse, etc., dans la Bible, c'est 5000 ans, mais moins 5000, moins 7000 ans. Donc ça concorde un petit peu avec ces dates-là, du début de l'urbanisation. Et la Bible reste quand même un livre qui nous explique comment vivre
en urbanisation, dans l'urbanisation. La Bible ne traite pas du tout des chasseurs-cueilleurs, sauf le moment de la Genèse au paradis, où nous étions des cueilleurs d'ailleurs, plus que chasseurs. Mais c'est très intéressant. Voilà, donc là c'est petite parenthèse, mais surtout, là, où je veux en venir, c'est que pour moi, c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis longtemps et que j'ai beaucoup étudié. Le début du néolithique, c'est le passage, si vous voulez, d'une société entre guillemets dite matriarcale, même si elle ne l'était pas forcément, mais la société de la déesse mère, si vous voulez, où les chasseurs-cueilleurs ne connaissaient pas les fondements de la reproduction et donc ils pensaient sans doute que la vie venait des femmes et essentiellement des femmes et donc la déesse mère, etc., la terre qui donne la vie, la mère qui donne la vie. Alors, au début du néolithique, avec ici, si vous voulez, c'est toutes ces colonnes qui ont une notion phallique. Hein, la mise. Alors là, je vous lis un extrait sur Wikipédia du site de Göbekli Tepe. Je vous invite à le lire, c'est intéressant. Mais là, je vous le lis. C'est la mise en avant des pénis de l'iconographie, un aspect phallocentrique du culte. Ce qui va à l'encontre de l'idée répandue de l'importance du culte de la fertilité liée à une grande déesse, hein, la déesse mère, etc., que les humains, que nos ancêtres vénéraient avant. Et là, ben non, ça c'est ma théorie, mais alors je pense que je ne suis pas le seul à la développer, c'est que il me semble qu'à un moment donné, l'homme, là je parle du mâle, a compris son rôle dans la reproduction. À partir du moment où il a compris son rôle dans la reproduction, il a commencé à... Donc le rôle du spermatozoïde, hein, pour être très clair, et de l'accouplement. Quand l'homme a compris ça, il a commencé à vouloir contrôler le monde et à contrôler la reproduction, donc avec plusieurs femmes par exemple, à contrôler également les animaux, l'agriculture. Et pour moi, c'est le passage culturel, une transformation avec ces représentations phalliques, mais qui existent aussi par exemple en Inde avec le linga et au Cambodge. D'ailleurs, je mettrai un lien sur la vidéo sur l'Empire Khmer. Le linga, vous savez, le linga, c'est ces statues phalliques verticales qui sont vénérées dans toute la période hindouiste, en Asie du Sud-Est et en Inde. C'est la reproduction masculine contrôlée. C'est-à-dire, en fait, l'homme sait comment faire des enfants et à partir de là, il y a un changement sociétal, un changement culturel. On ne vénère plus, ou tout du moins la déesse mère qui était quelque chose de magique. Et là, on rentre dans le contrôle du monde, de la reproduction, de l'agriculture, de l'élevage et ainsi de suite. Et ça, c'est la Bible. D'accord ? La Bible est un livre qui nous explique tout cela. Et c'est très intéressant. Et pour moi, ce temple-là, alors je vais essayer de le prononcer correctement, Göbekli Tepe, et marque ce passage. Et c'est là où ce temple est extraordinaire. Il marque le passage d'une société de la déesse mère à une société patriarcale, du contrôle de la reproduction, du contrôle de l'élevage et du contrôle de l'agriculture. Et c'est en cela qu'il est incroyable. Et donc, c'est le croissant fertile, mais on a tout décalé de plusieurs milliers d'années et ça a débuté plus tôt. Et voilà, c'est quand même assez incroyable. Alors, bien évidemment, cette théorie est la mienne. Elle n'a pas de fondement scientifique à l'heure actuelle, hein, mais il faudra la rechercher, mais je pense que je ne suis pas le seul à la développer. Cette représentation, si vous voulez, du phallique dans l'art. Alors, bien évidemment, on a aussi sur d'autres dessins des fresques d'animaux sauvages dangereux, donc on maîtrise les animaux sauvages. Et ça rejoint aussi ce que faisaient les hommes de la préhistoire à Chauvet ou à Lascaux. Ils représentaient les animaux sauvages parce que là, c'était plus dans un rôle chamanique, mais aussi, il existe toujours au néolithique et à Göbekli Tepe, excusez-moi, j'arriverai jamais à prononcer ce nom, il existe aussi, alors là, le vent revient, mais il se transforme d'un monde chamanique un peu magique, incontrôlé, où la déesse mère apporte la vie, et ainsi de suite, à un monde contrôlé, à un monde qui va s'urbaniser. C'est le monde de la Bible qui arrive, qui se met en place. Alors là, il y a beaucoup de vent. Petite interruption, je sécurise un peu le matériel. Donc, vous allez voir ma tête en gros. Voilà, bon, ça a l'air d'aller, mais là, ça souffle pas mal. Alors, voilà pour ça.
également des piliers en forme humaine qui vont associer le culte des animaux, le culte... Ouais, c'est vraiment un passage du chamanisme primitif à une religion qui va nous amener sur la religion monothéiste, c'est-à-dire la religion du contrôle du monde, de la reproduction et du contrôle du monde sauvage. On passe du monde sauvage au monde civilisé en quelque sorte, et ça c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, ça nous amène à la politique, et donc la transition est faite, c'est qu'on passe du monde incontrôlé au monde contrôlé. La reproduction va augmenter. La vie qui n'était pas, entre guillemets, plus dure des cueilleurs-chasseurs, parce qu'ils mangeaient mieux, ils avaient plus de temps libre et ainsi de suite, mais il y avait sans doute moins de démographie liée au fait qu'il y avait moins de nourriture abondante pour tout le monde. C'était un peu plus élitiste, on va dire, entre guillemets. Donc le passage sur... alors attendez, que je reprononce bien ce nom incroyable, Göbekli Tepe, montre cette transition. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans le monde de l'urbanisation, avec les avantages et les inconvénients que ça a. Donc on va arrêter la chasse, on va arrêter la cueillette pour le contrôle, c'est-à-dire l'élevage et l'agriculture. Et ça, c'est aussi très bien expliqué dans la Bible, parce que dans la Bible, la chasse n'est pas du tout mise en avant, bien au contraire. Les deux seuls chasseurs sont des êtres mauvais. La Bible nous explique comment vivre de l'agriculture, comment vivre en société, les règles de vie communes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La Bible est un livre qui nous apprend à vivre collectivement dans l'urbanisation. Babel et ainsi de suite. J'en parle dans Espace Épais, donc je ne vais pas tout vous révéler là, mais voilà, c'est très intéressant. Donc la maîtrise du monde sauvage, les formes humaines, encore du chamanisme, mais on sent que ça change. Et donc politiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on passe d'une société dite sauvage, du bon sauvage entre guillemets, hein, du communisme idéal à la cousin, ou de ce que j'explique aussi dans mes livres, au monde de l'urbanisation et de l'urbanisme, du développement démographique, du contrôle de la société, du début de ce que j'appelle moi dans Espace Épais, du début de la complexification des sociétés. Donc là, c'est vraiment cette transition, et je pense que Göbekli Tepe représente ce passage-là, cette transition, cet échelon dans notre évolution, et c'est assez incroyable. Voilà. Alors, sur les sujets de l'organisation des sociétés, de cueilleurs-chasseurs à l'urbanisme, bien évidemment, vous pouvez lire et écouter Jean-Jacques Hublin, le grand spécialiste de la paléontologie de ces époques-là, hein, des sociétés organisées, etc. Qu'il était aussi à l'époque des cueilleurs-chasseurs, hein, mais là, on passe à une vitesse supérieure avec l'urbanisation du monde, l'élevage, l'invention de l'élevage, de l'agriculture et de l'écriture qui va arriver donc quelques milliers d'années après, sauf nouvelles découvertes, parce que là je vais vous mettre aussi des images où on a de l'art représentatif sur tous les sites qu'on découvre, tous les TP entre guillemets qu'on découvre en Turquie en ce moment, qui sont tout simplement incroyables. Alors bien évidemment le néolithique a démarré un peu dans plusieurs foyers dans le monde quasi simultanément, tout de moins au Moyen-Orient, Europe et en Chine, à quelques milliers d'années près. Donc c'est quelque chose. Alors peut-être que Graham a toujours une idée en piste et qu'il y aurait quand même des extraterrestres ou une ancienne civilisation qui aurait transmis ce savoir. Mais bon, voilà, ça reste. Nous avons besoin de rêver, d'imaginer des choses incroyables, etc. C'est ça la conspiration. Hein. C'est nous donner du piment, de l'excitation. C'est, je vous le dis tout doucement, je sais, je connais la preuve, etc. Voilà, c'est très humain, hein, c'est très et malheureusement ça peut dériver en politique aussi sur des aspects moins bons, comme si vous lisez Doggerland, comme toute la mythologie nazie, hein, de l'homme supérieur. Donc du coup là, effectivement, une civilisation supérieure, etc. Voilà. Alors voilà pour ça. Donc je vais dans la conclusion. Ce site est vraiment incroyable. Je vous invite à vous renseigner, à regarder les vidéos si vous parlez anglais que je mettrai en descriptif, notamment par rapport à la vidéo que j'ai fait sur la zététique, le débat de la chaîne de Joey Rogan avec, on va dire, le conspirationniste et le sceptique. Le débat est vraiment d'un niveau intellectuel
très haut, très élevé. Alors même si par moments ils s'énervent un peu, mais ça reste courtois. Mais ils arrivent à communiquer. Alors moi, j'attends un débat, alors peut-être sur la chaîne du Média pour tous, de Vincent Lapierre avec Hassan Occident et je sais pas moi, un conspirationniste fou. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Alors, la conclusion, c'est, je vous invite à lire Espace CP, notamment dans les annexes où je traite j'ai un passage sur des annexes qui sont très intéressantes. Je vous invite vraiment à les lire. Il y a un passage donc sur Göbekli Tepe avec pas une révélation, mais j'explique quelque chose qui me semble assez intéressant entre justement l'arrivée de la Bible, la fin du monde du Cahier chasseur, le bannissement un petit peu du chasseur qui est trop libre en fait, vous voyez. Et ça, politiquement, aujourd'hui, qui détient des armes en France ou d'une manière générale en Europe, je ne parle pas des États-Unis, où là vous avez un droit de port d'armes, quasiment, enfin c'est le deuxième amendement, mais en France par exemple, parlons de la France, si vous n'êtes pas chasseur, vous ne pouvez pas avoir d'armes, parce que bon, ok, tir sportif, mais en réalité le tir sportif, c'est normalement pour faire du tir sportif, c'est pas pour aller chasser ou vous promener avec un fusil. Donc vous voyez, c'est le chasseur. Le chasseur, c'est même dans la Bible et expliqué ici dans Espace épais, le chasseur reste celui qui est lié au monde sauvage. Et ça, les sociétés policées, la société urbaine dans lesquelles nous vivons, et depuis Göbekli Tepe, cette complexification des sociétés, et dans un sens, c'est assez normal, puisque si tout le monde était armé, ça serait un peu le bordel. Vous voyez, les États-Unis, ça fonctionne pas forcément bien, même si on peut en discuter, parce que il y a des choses pour et des choses contre, mais voilà. Mais en tout cas, le chasseur, lui, est le dernier homme sauvage qui va faire la chasse et qui est autosuffisant dans l'absolu, parce que normalement, les chasseurs-cueilleurs étaient très autosuffisants. Ils avaient une diète qui était de meilleure qualité que de manger toujours du blé, et de temps en temps un peu d'animaux lors de fêtes, etc. Mais voilà, donc c'est très intéressant ce côté chasseur et non chasseur, du monde civilisé et du monde sauvage. Et voilà, ce passage avec ce site incroyable de Göbekli Tepe. Voilà. Alors, ma conclusion, c'est Espace épais, 240 pages, 16 €, disponible sur thebookedition.com. Alors, bon, je traite de beaucoup de choses, bien évidemment. Et en annexe, vous avez cette petite, entre guillemets, révélation entre le monde anamique biblique. Allez, je vous donne quelques indices. Le monde bouddhiste et ce site incroyable qui est une sorte de passage d'un ancien monde à un nouveau monde de Göbekli Tepe. Merci, à très bientôt.